au 18e siècle, le démocrate, c'est celui qui est du côté des pauvres. Et c'est celui qui est du côté contre les riches, et c'est celui qui veut, en fait, un système économique égalitaire. Et les élites républicaines, elles sont contre l'égalité économique. Elles sont d'ailleurs généralement membres de l'élite financière. Et donc, elles se sentent menacées par la démocratie, en fait. Et donc, elles fondent un régime antidémocratique. Donc, vous avez dit tout à l'heure que c'est faux de dire que la démocratie prend une pause pendant plus d'un millier d'années jusqu'aux deux révolutions françaises et américaines, parce qu'il ne recrée pas exactement le même régime qu'il y avait dans la Grèce antique. Exact. Mais aussi, on lit dans votre livre qu'il y a une forme de démocratie qui persiste justement au Moyen Âge, et donc ça, dans les villages ou dans les cités, ou dans les communes. Exact. Il n'y a rien de comparable entre à Athènes s'assembler à 4, 5, 6 000 personnes pendant une journée pour prendre des décisions directement et dans le cas du Canada, regarder la période des questions le soir à la télévision. C'est pas du tout le même rôle politique. Et donc, c'est deux systèmes complètement différents. Mais ce qu'on oublie, ce qu'on ne sait pas généralement, ce que moi je ne savais pas du tout en fait avant de commencer cette recherche, c'est que par exemple au Moyen Âge en Europe, il y a une vie démocratique absolument extraordinaire. Le Moyen Âge, en fait, c'est des milliers de petits villages qui fonctionnent comment? Qui fonctionnent en fait de façon autogestionnaire par assemblée d'habitants. Donc la communauté d'habitants de tel village est une entité juridique. Elle a en partage des terres communales, un bois, peut-être le moulin, un puits, des terres, des étangs, etc. Et elle gère ce patrimoine commun. Comment? Dans des assemblées. Il peut y avoir 10, 15 assemblées dans l'année. Et ces villages, en fait, ont à peu près aucun contact avec le roi. Le roi, au Moyen-Âge, ne sert pas à grand-chose. Il fait des fêtes, il fait la guerre, il fait la chasse, et surtout, il veut des taxes et des impôts. Mais il connaît à peu près pas sa population, il offre aucun service. Il n'y a pas d'éducation populaire, il n'y a pas de ministère de la Culture, pas de ministère des Sports, pas de ministère des Transports. Et donc, il ne fait à peu près rien. C'est vraiment les communautés qui se gèrent. Et donc, ça, c'est une histoire de la démocratie médiévale qui est complètement oubliée. Pour vous, dans le fond, la modernité est une époque qui est moins démocratique que celle d'avant. Oui, la modernité est antidémocratique. Et elle détruit la démocratie, en fait, où elle s'installe à travers, entre autres, le colonialisme et l'impérialisme. Elle la détruit. Quand même, c'est une thèse qui est assez radicale, que vous devez défendre depuis que vous avez terminé votre doctorat. Quand vous dites que la modernité est une période antidémocratique, ça a dû soulever énormément d'opposition parmi les très nombreux spécialistes de l'histoire des démocraties. Mais je suis pas le seul à, je suis pas le seul à le dire. C'est ce qui est à l'origine, en fait, de mon travail par rapport à l'histoire du mot démocratie, c'est que je suis tombé sur des textes du 18e siècle de fondateurs, ce qu'on appelle les fondateurs de la démocratie moderne aux États-Unis et en France, et leurs propos, explicitement, quand ils utilisent le mot démocratie, ils sont contre la démocratie. Et donc, j'ai vraiment eu une interrogation, c'était pour moi mystérieux. Je me disais, comment comprendre que des régimes qu'on associe, nous, aux plus grandes démocraties occidentales, comment comprendre qu'ils ont été fondés par des antidémocrates qui étaient explicitement antidémocrates? C'était ça que je cherchais. Je voulais savoir quand le mot change de sens, devient un terme positif et qu'il ne décrit plus des assemblées populaires, mais il décrit un régime parlementaire électoral. Et c'était ça ma recherche. Et ma façon de trouver la réponse, ça a été d'aller dans les textes de l'époque. Et donc, au fur et à mesure que je lis les textes de l'époque, on trouve des réponses, en fait, parce qu'on voit bien, et les acteurs à l'époque même, ils sont conscients qu'ils changent le sens des mots pour des raisons politiques. La démocratie, donc, c'est associé aux pauvres. Les pauvres, pour eux, sont un problème à plusieurs niveaux en termes politiques. Les pauvres seraient irrationnels. À la limite, ils sont capables de gérer leur quotidien, mais justement, ils sont trop pris dans la gestion de leur quotidien. Et puis, ils ne seraient que passion, ils ne seraient qu'émotion. Ils seraient animés seulement par ses passions les plus basses. Et donc, on ne peut pas lui faire confiance non plus. Et puis, il serait facilement manipulable par les démagogues. Il se laisse, justement, parce qu'il n'est qu'émotion, il se laisse facilement influencer. Et puis, en fait, finalement, il vient dans les assemblées pour défendre son intérêt individuel, catégoriel, particulière, et non pour penser au bien commun. Et l'élite, elle, a la prétention, c'est plutôt arrogant, de dire qu'elle est rationnelle, elle comprend le bien commun et qu'elle est en fait la mieux placée pour prendre les bonnes décisions pour tout le monde.